Sinon, j'ai trouvé, c'est les nanoparticules. Ça a l'air bien, ça, hein? Non. Bah si, attends. Non. Sinon, regarde, l'espace. L'espace, les étoiles. Non plus. Non. Mais arrête, on peut trouver. Il y a plein de trucs scientifiques là-dessus. Ou sinon, la cryothérapie. Ça, c'est génial. Je comprends pas, depuis tout à l'heure, on a plein de sujets. On a la cryothérapie, la neurologie. Je comprends pas ce que tu veux, je vois pas, moi. Moi, je cherche un sujet précis. Voilà. Bon, moi je t'avoue, je vois pas trop le rapport entre l'hypnose et la science de la médecine. Mais si, on... Franz Anton Mesmer était un médecin autrichien, connu pour être à l'origine de l'hypnose d'aujourd'hui, anciennement appelée magnétisme animal. Il affirme que l'homme est capable de guérir grâce à un fluide naturel, dont les magnétiseurs seraient la source, et qu'un homme tombe malade quand le fluide n'est pas bien réparti dans son corps. Il est considéré pour certains comme un imposteur, et pour d'autres comme un scientifique à l'origine d'une grande découverte. Et pourtant, le nombre de ses patients ne cesse d'augmenter. Il se voit contraint d'en refuser et ne peut les recevoir tous. Wolfgang, prenez place. Je suis à vous. Wolfgang Amadeus Mozart éclairait ses pensées. Ses compositions le fascinaient. Alors, à ses côtés, il inventa une méthode de traitement collectif. Le paquet. Un large récipient rempli de terre et d'eau qu'il avait magnétisé. Il en sortait des tiges de fer que les patients devaient agripper pour recevoir le fluide magnétique. Certains patients subissaient des crises. Ils perdaient contrôle et étaient pris de convulsions. L'hypnose devient alors très populaire. Elle intéresse certains scientifiques et médecins tels que Jean-Martin Charcot, grand neurologue français, Le cours va commencer. initiateur de la neurologie moderne et de la psychopathologie. Il ouvre en 1882 une clinique neurologique où il réalisait des cours et formations très réputées. Des élèves du monde entier y assistaient, médecins, peintres et même des acteurs. Il a été le premier à introduire la démarche scientifique dans l'étude des maladies du système nerveux. Il a découvert la sclérose en plaques, aujourd'hui appelée la maladie de Charcot. Ses cours portaient essentiellement sur l'hypnose et les fonctions cérébrales, en étudiant les réflexes, les mouvements et la physiologie des personnes hypnotisées. Cet état modifié était selon lui un symptôme de l'hystérie. Mais ces cours ont fait l'objet de nombreuses critiques et les autorités scientifiques de l'époque jugèrent ses travaux trop fragiles. Ce qui influença le jugement de ses étudiants. La science! Que faites-vous? Plus tard, il se rendit compte que ses thèses reposaient sur des bases pas assez solides et décida de tout reprendre à zéro. Malheureusement, il mourut en 1893 sans avoir achevé son travail. Mais un de ses élèves, défenseur de ses théories, nommé Sigmund Freud, reprit ses travaux. Je fais le serment de reprendre vos travaux. Il mit en théorie les notions de conscient et d'inconscient, puis devint le père de la psychanalyse. Faut bosser.
t'as avancé ou pas sur l'hypnose? Ouais. Donc t'as compris que c'est un état de conscience modifié. Et que par exemple un hypnotiseur, il utilise le côté inconscient de la personne et donc son imagination. Ouais, mais il faudra parler des points de vue scientifiques de l'hypnose. Ouais, bah justement, c'est pour ça que je t'appelle. Après, je sais que c'est utilisé en médecine. Ouais, alors pour les addictions, tout ça, ouais. Bref, il faudra une problématique en lien avec la médecine, quoi. Alors j'avais pensé aux effets de l'hypnose sur notre cerveau. Ouais, génial. Ouais, alors, ou un truc plus simple, en quoi l'hypnose joue-t-elle un rôle sur la médecine? Sert-elle la médecine, voilà. Ok, en fait, c'est bon, ça marche. Bon, attends, je voulais savoir, est-ce que... Ah oui, parce que j'avais vu sur l'ordinateur qu'il y avait des conférences des fois sur l'hypnose, alors je me suis dit que peut-être qu'on pouvait y aller à une d'elles, et ça nous fait rencontrer des gens. Ok, ça marche. Ok, ouais ça marche, alors à demain. À demain. Ciao. Chers téléspectateurs, bonsoir et Bien, bienvenue. Liberté de Capelli Longo. 20h. TF2 vous propose ce soir une investigation au tréfonds du cerveau humain. Nous allons essayer de découvrir et d'en savoir plus sur la manière de modifier ce cerveau grâce aux travaux, aux recherches de notre conférencier interplanétaire et incontesté par ses pairs, le célèbre Nicolas Patron. Le reportage est signé Emmanuel Boncrane. Les images, c'est par là. Bonsoir à tous. Merci. Je me présente. Je m'appelle Nicolas Patron. Bonsoir. Comme je disais, je m'appelle Nicolas Patron. Je suis diplômé depuis désormais 5 ans à l'université de médecine chirurgicale de Caen. Et si nous sommes tous réunis ce soir, vous et moi, c'est parce que nous sommes avant tout de réels passionnés. Et notre objectif est de faire évoluer la science de jour en jour. Je veux vous raconter une histoire. En sortant d'une conférence à Monaco la semaine dernière, j'ai croisé un ancien ami qui m'a spontanément interpellé. Il est venu me voir et m'a raconté une de ses anecdotes, encore farfelues. Il s'est fait opérer, enfin pas très farfelu même, il s'est fait opérer d'une infection de la myocarde à cœur ouvert. J'ai commencé à vraiment m'y intéresser lorsqu'il a parlé de son anesthésie. Ce n'était pas une anesthésie médicamenteuse comme d'autres, mais une hypnosédation. Aucun médicament, seulement votre cerveau. Arrivez-vous à concevoir une opération insoutenable avec des douleurs atroces, sans anesthésie? Moi pas. Nous sommes réunis encore une fois pour parler d'hypnose. Depuis le XXe siècle, les médicaments sont nécessaires chez l'homme. Dans la nourriture, les maladies, voire douleurs. Mais si je vous donne un nombre précis, que me répondez-vous spontanément? 1 milliard. Le nombre de médicaments consommés par jour? Peut-être. Écoutez, on est tout à fait multiplié par 300. Non. Donc, 1 milliard est le nombre de recherches que Google nous transmet lorsque l'on cherche le mot cerveau. Impressionnant, non? Facile. Le cerveau dirige tout notre corps. On l'appelle superviseur. Il supervise nos mouvements, notre mémoire et notre repérage dans le temps. Mais surtout, notre système nerveux. Celui-ci est la zone qui contrôle toutes les sensations et les mouvements de notre corps. Il y a plus de 10 milliards de cellules qui transmettent et reçoivent des messages des différentes parties de l'organisme. Revenons à mon ami. Celui-ci s'est fait opérer d'une douloureuse infection. Sans médicaments, sans visite pré-anesthésique, seulement par hypnose. Que se passe-t-il dans notre cerveau quand celui-ci est hypnotisé? Comment le patient peut-il rester serein face à une aussi grave douleur? Prenons un exemple. Vous avez une plaque chauffante. Vous posez votre main délicatement dessus, par exemple. Délicatement dessus. Ça brûle. Vous avez mal. Et soudainement, vous enlevez la main. Simple. Mais est-ce que une personne parmi vous s'est déjà posé la question pourquoi j'enlève la main automatiquement? Pourquoi j'ai mal? Que se passe-t-il? Personne. Certains d'entre vous connaissent les neurotransmetteurs. Cette substance chimique qui transmet l'information d'une cellule nerveuse à une autre en passant par la synapse. Je vous ai fait un schéma
qui explique le fonctionnement d'un neurotransmetteur. Nous avons dans cette cellule la vésicule, qui contient 4 neurotransmetteurs. Ceci est un exemple. Il y a la dopamine, le GABA, la substance H. La vésicule va pouvoir se déplacer et arriver à la fente synaptique. Celle-ci va laisser place et lâcher les neurotransmetteurs. Chaque neurotransmetteur va se placer sur son récepteur neuronal. Le GABA, la substance P et la dopamine. Pour la substance P, puisque c'est un neurotransmetteur qui permet de réguler la douleur, la substance P arrive ici, ce qui veut dire qu'à ce moment, nous avons mal. Des questions? Non. Dans notre organisme, il y a aussi les nerfs. Ceux-ci sont reliés à des récepteurs sensibles à la douleur appelés nocicepteurs. Ils sont présents dans tout l'organisme et ont le rôle de déclencher un message douloureux. Par exemple, dans notre exemple, il y avait la plaque chauffante. En posant votre main, ceci va vous brûler. Les nocicepteurs vont envoyer un message jusqu'à la moelle épinière qui, elle, va déclencher ce qui s'appelle le symptôme de défense. Dans notre cas, soulever la main est la solution, le réflexe. Le message envoyé de la moelle épinière jusqu'au cerveau va lui permettre de définir l'endroit touché. C'est à cet instant que nous avons mal. Et chez la personne hypnotisée, cet instant où nous avons mal n'existe pas. Pour conclure, dans notre système nerveux, nous allons revenir aux neurotransmetteurs. Il y avait la substance P, le GABA et la dopamine. La substance P est donc chargée de réguler la douleur. Et en cas de douleur, la substance P est donc libérée et va se fixer sur le récepteur. Simplement. Nous avons aussi le GABA, qui est un transmetteur énormément réparti dans le cerveau. De grandes quantités, très important. Et c'est le GABA qui permet de réguler l'anxiété. Alors que la dopamine est la recherche de plaisir. 3 neurotransmetteurs. L'état hypnotique diminue leur activité. Alors si ces 3 neurotransmetteurs ne remplissent plus leur rôle, cela veut dire que l'information qui était censée être transmise au cerveau ne va pas l'être. Alors, certaines émotions telles que le stress, même la vigilance du patient ou les douleurs ne seront pas ressenties. C'est ce qui s'est passé dans le cerveau de mon ami. Merci à tous pour votre attention, en espérant que l'hypnose vous serve un jour. Bonjour. Alors, on se présente, Yann Younes et Maël Arnaud. En fait, on est élèves de première S et on fait un TPE, du coup, on est venu vous voir. Parce que c'est justement sur l'hypnose et sur la médecine. Donc, l'état hypnotique. Ah d'accord. Plusieurs pour vous. Nous aimerions savoir dans quelle zone du cerveau se situe l'état hypnotique. Ah d'accord, je suis désolé mais là j'ai une autre conférence qui m'attend, je n'ai pas réellement le temps. Mais je connais une hypnotiseuse, MAR, médecin, anesthésiste et animateur. Et je peux prendre rendez-vous, même lui demander si vous recevoir cet après-midi vers 14h. Il est très gentil, il s'appelle monsieur Garnier. À Place Garibaldi, il me semble. D'accord, ça vous va? Très bien, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, Il est formidable, formidable. Merci, c'est gentil. Au revoir. Oui, bonjour, j'arrive. Bonjour. Venez, rentrez. Votre prénom? Ouais, Arnaud. Bonjour. Votre prénom?
Yann comment? Yentl. Yentl, merci. C'est Yiddish, il me semble. Ouais, c'est clair. Alors, bien, installez-vous. Hein. On va dire c'est un peu à l'étroit, mais c'est confiné. Chaleur. Bien. Donc il paraît que vous voulez en savoir plus sur les modifications apportées de l'état hypnotique sur le cerveau. Oui, nous revenons d'une conférence de monsieur Nicolas Patron qui est vraiment un trésor fort remarquable. Oui, j'en doute pas. Oui, il nous a parlé de la substance P, de la dopamine et de la BEBA. GABA. Oui, voilà, de Le la GABA, Oui. bien sûr. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, bien sûr. Cependant, je voulais savoir si vous avez parlé du système nerveux. Vous avez parlé de neurotransmetteurs. Non, pas vraiment. Bien. Alors, le système nerveux est responsable de la coordination des actions de l'environnement externe avec votre corps, puis de la communication de toutes les parties de votre corps. Ce qui veut dire, en d'autres termes, qu'il est responsable de la transmission, de la réception et de l'envoi de l'influx nerveux. C'est-à-dire un flux nerveux. L'influx nerveux, il me semble que ce sera plus simple de le représenter avec un schéma. Alors, ça fera affaire. Alors, il faut savoir que l'influx nerveux est tout d'abord l'activité électrique au sein de notre système nerveux. C'est donc la capacité du neurone à pouvoir conduire rapidement des dendrites ou du corps cellulaire tout le long de l'axone, que je représente ici avec une paroi assez épaisse. L'axone est tout le long. Axone. Donc lors de l'influx nerveux, les ions vont se distribuer de part et d'autre de l'axone pour transmettre de l'information. La membrane ici est alors dite polarisée, elle est à l'état de repos. Mais dans le cas qui va nous intéresser, dans le cas de l'hypnose, la membrane se referme, on dit qu'elle est dépolarisée, les ions ne peuvent plus passer et l'information ne peut pas être transmise. Ce qui veut dire que les ions, lorsqu'ils vont vouloir passer, ne vont pas pouvoir et la synapse ne va rien recevoir. La synapse est l'endroit où le cerveau reçoit l'information et l'interprète. Donc dans notre cas pour l'hypnose, ce qu'il faut retenir de ce schéma, c'est lorsque la membrane est dépolarisée. Il faut retenir cette notion de perméabilité, le fait qu'elle ne le soit pas. Les ions ne vont donc pas pouvoir passer et ne pas transmettre l'information à la synapse. Le cerveau ne va rien sentir et c'est comme une forme d'anesthésiant. Anesthésiant, vous ne ressentez pas les douleurs et ni les sensations thermiques. Très bien. Et du coup, pour les neurotransmetteurs? Très bien, les neurotransmetteurs. Vous m'avez parlé donc de 3 neurotransmetteurs, la dopamine, la substance P, puis le GABA. Cependant, il y en a un autre qui m'intéresse, qui est une hormone appelée l'hormone du stress, la noradrénaline. Et cette hormone, elle est sécrétée par le locus coeruleus, qui est un noyau sous-cortical du cerveau, et comme toutes les autres hormones, elle a un rôle bien précis. Son rôle primordial est d'oxygéniser le cerveau, d'augmenter la fréquence cardiaque, de réguler le stress et de jouer sur l'attention. Nous avons vu que ces neurotransmetteurs, avec l'état hypnotique, il y a une certaine diminution de cette excitation. Ce qui veut dire que la conduction de l'influx nerveux est diminuée et les neurotransmetteurs aussi. Alors, avec ce nouveau neurotransmetteur, la noradrénaline, si elle est abaissée, cela veut dire que le patient aura un manque de motivation, il ne sera plus vigilant et aura une fréquence cardiaque bien diminuée. On peut dire que la personne sera déconnectée. Ensuite, nous avons aussi vu la dopamine, qui, je répète, est une hormone appelée l'hormone du plaisir, qui est beaucoup liée aussi à la vigilance. C'est pour ça malheureusement que les personnes atteintes de la maladie de Parkinson ont des tremblements, c'est parce qu'ils sont en manque de dopamine. D'accord. Nous avons vu le GABA, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Le GABA. Le GABA qui est très répandu dans le cerveau, malheureusement on n'en parle pas assez, et il est lié à la relaxation. Donc si on le récapitule, avec la substance H bien sûr pour la douleur, pardon, nous pouvons donc en conclure que l'hypnose, avec les neurotransmetteurs, peut
déjà en grande partie, mais nous verrons ça après pour avec les parties du cerveau, les neurotransmetteurs peuvent diminuer la douleur et la substance P, la relaxation d'un patient pour se retrouver contraint et face à de terribles douleurs, donc avec le GABA, la dopamine, et bien sûr l'anxiété et le stress avec la noradrénaline. Très bien, merci, mais nous aimerions en apprendre un peu plus sur les différentes zones du cerveau, s'il vous plaît. Bien sûr, d'accord. Mais avant tout, j'ai une question, répondez-y honnêtement. En connaissez-vous certaines de zones? Oui. Ouais. Non, mais on a vu. D'accord, d'accord, très bien. Donc nous avons à disposition un encéphalogramme, qui est une machine qui mesure l'imagerie cérébrale. Et voilà, je veux un de vous deux qui va se mettre sur le brancard. Et voilà, je vous laisse décider, d'accord? Courageux. Allez. Fais pas d'aiguille, hein, parce que je n'aime pas du tout ça. Non. Non? C'est On va juste éteindre la lumière. Ouais. Pour vous mettre en confiance, en situation. Je sais pas. Vous voulez que j'y aille? Oui, allez-y. Très bien. Ethan, enlevez votre pull, s'il vous plaît. Ouais. Et vous faites comme chez le médecin traditionnel, vous le mettez sur le brancard. D'accord. Dans des éclairages. Je veux comme ça? Ouais, par exemple. Allez-y. Alors, Mel, faut être attentif. Alors, détendez-vous. Piquez un peu. Je mets les électrodes. Il n'y a aucune douleur. Alors. Détendez-vous. Ne pensez à rien. Alors détendez-vous bien sûr. L'électrode droit. Et le gauche. Alors. Voilà. Restez toujours détendu, hein. D'accord? C'est comme ça, Yandel. Bougez la jambe gauche. La jambe droite. Maintenant, pensez à un ancien souvenir. Parfait. Mel, Oui. nous allons avoir accès sur l'écran. Nous retrouvons le lobe frontal, le lobe pariétal, le lobe temporal et le lobe occipital. Et nous retrouvons, comme tout à l'heure, pour la noradrénaline, le locus coeruleus, celle qui la sécrète. Ensuite, pour le lobe temporal, vous vous souvenez de ce qu'elle fait? Sa fonction? Non. Non. Son application est dans le vécu émotionnel. C'est très important. C'est la zone qui est impliquée dans la distinction entre l'inconnu et le familier. Vous savez, lorsque vous avez l'impression de déjà vu. Ensuite, pour le lobe occipital, elle a pour fonction d'être le centre visuel. Il traite les premières analyses visuelles. Vous pouvez observer le lobe frontal, qui est situé en avant du lobe pariétal et temporal. Le lobe frontal dispose de l'aire motrice et de l'aire prémotrice, et puis de l'aire de Broca. Dans notre cas, pour l'hypnose, seulement une chose vous intéresse. La désactivation du précuneus. Mel, rallume les lumières s'il vous plaît. Et je vous débarrasse de ce soir. Ça fait mal. Ça se bien? Ouais. Merci beaucoup. Nous allons conclure. On va en place. Alors, nous avons vu la désactivation du précuneus. Le précuneus est le lobule du quadrilatère de Foville. C'est un gyrus
du lobe pariétal, placé devant le lobe occipital du cortex cérébral. Le précuneus dispose de la plus grande activité nerveuse. Mais celui-ci, lors de sa diminution, va entraîner aussi une diminution de l'activité nerveuse du cortex singulaire postérieur, une zone du cerveau qui est beaucoup liée dans l'autobiographie. Le cortex singulaire postérieur est donc dans la zone limbique. Vous voyez? Non, Mais pas si, trop. si. On l'avait vu l'année dernière. C'est une région arciforme. Donc composée de plusieurs lobes. Il y a le lobe frontal, pariétal et temporel. Très bien, mais pourquoi certaines zones du cerveau sont-elles alors désactivées? Nous avons pu observer certaines diminutions de débit sanguin dans les zones impliquées, telles que le thalamus, le cortex singulaire antérieur et l'insula. C'est la raison pour laquelle ces zones concernées, avec cette diminution de débit sanguin, elles vont ne plus être productives ni fonctionnelles. C'est ainsi que nous pouvons conclure que la personne hypnotisée ne ressent aucune douleur ni aucune sensation thermique. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Oui, nickel. Complètement. Bah, merci beaucoup. Vraiment, écoutez, vous êtes motivés, c'est Merci la pour réussite. votre temps. Oh, Merci continuez comme ça. Merci. Merci en tout cas de nous avoir accordé. Ah, c'est un plaisir. Ce serait pas juste Nicolas Patou? Non. D'accord. Ok. Et vous êtes sûr? Parce que. Je suis sûr. Parce que la première, c'est pas important. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. N'empêche, Natou va vous faire remonter. Ah oui, d'accord. Mais t'es sûr que la cryothérapie c'est pas mieux? Non. Avec, Moi je suis avec toutes les réponses qu'on a eues, tout l'hypnose, c'est tellement mieux. quand même assez sceptique. Et vous croyez-vous en l'hypnose? Abandon.